va s'intéresser aujourd'hui au processus de fabrication des villes. Et donc face à l'urbanisation de la planète, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc le sujet, c'est la mutabilité urbaine, une alternative pour fabriquer des villes, point d'interrogation. Donc pour me présenter, je suis architecte urbaniste. J'ai créé ma structure en 2006, dans laquelle nous réalisons plutôt des projets d'habitat, plutôt de la construction bois, ce qui était assez nouveau en 2009, plutôt de l'habitat participatif, ce qui était assez nouveau en 2012, parce qu'ensuite il y a la loi ALUR qui est une loi qui a vraiment valorisé ce mode de faire. Et autrement, donc, nous réalisons aussi des projets urbains dans lesquels j'ai mis en application ce sujet, le sujet de la mutabilité urbaine. Et j'ai voulu dépasser l'aspect opérationnel et donc j'ai réalisé une thèse qui a donné lieu à un ouvrage dont je pourrais vous parler après, mais de toute façon, ça sera le sujet de toute la conférence, ça sera aussi cet ouvrage. Donc, comme je vous le disais, je m'intéresse au processus de fabrication des villes et suite à mes études, mes voyages, des missions à l'international, finalement j'ai pu constater que d'un côté on avait une planification assez rigide ou une planification bien présente qui satisfaisait plus forcément les élus et les habitants. Et d'un autre côté, on a des actions très spontanées, que ce soit dans l'occupation des rues comme dans la création de nouveaux quartiers, qui n'est pas non plus une solution en soi quand on sait les difficultés de vivre dans les quartiers informels. Et donc, face à tous ces constats, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à expérimenter et un peu entremêler ces deux logiques ? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à trouver tous pour faire un peu autrement nos villes? Donc, je vais vous parler avec des termes. Arrêtez-moi quand vous ne comprenez pas. L'objectif, c'est que ce soit compréhensible de tous parce que vous êtes un public. On n'a pas fait de tour de table, mais peut-être que certains n'ont jamais... ne sont pas urbanistes, architectes, n'ont pas un lien réel avec... vous avez tous un lien avec la ville, c'est ça qui est bien, mais pas forcément dit d'experts, entre guillemets. Et donc je vous disais, mon constat est parti de cette fameuse planification. Je pense que ça, c'est quelque chose peut-être que tout le monde a entendu parler quand on parle de projet urbain. Et... donc la planification, c'est quoi? C'est un aménagement du territoire qui, de manière, on parle de planification, peu importe la planification rigide ou stratégique, mais c'est un aménagement du territoire qui est basé sur un processus linéaire avec un début et une fin, ce qui signifie que le temps présent, on le déroule et on dit que le futur sera l'évolution linéaire par rapport à un temps présent. Donc c'est une projection à la fois quantitative et linéaire. Deuxième point qui caractérise la planification, en tout cas qui caractérisait la planification des années 60, on va revenir dessus. C'était vraiment que c'était des projets imposés au territoire. Troisième point, donc ça signifie aussi que c'était une manière unilatérale de prendre des décisions. Alors j'ai montré comme ça pour illustrer plusieurs villes ou quartiers aménagés avec une planification forte. Enfin, regardez plutôt les photos de droite. Donc ça peut être en Chine, ça peut être en Russie. Donc c'est dans les années 60-70, c'était une décision de l'État d'aménager des villes pour désengorger ou pour accueillir les nouvelles populations. À gauche, c'est autre chose, mais on pourrait dire que c'était un peu les prémices d'une certaine planification des années 60, puisque là, c'est les HBM en périphérie de Paris, donc c'est plutôt les années 30. Et ça, c'est Drancy, donc c'est les premiers grands ensembles dans les années 30, créés par Marcel Lotz et Eugène Baudouin. Après, il y a eu un temps creux entre les années 30 et les années 60, mais en tous les cas, c'était, vous voyez, le rapport d'échelle entre le quartier pavillonnaire et ces grands ensembles, on était dans quelque chose de
un peu hors sol. Donc aussi, qui signifie, comme je vous le disais tout à l'heure, imposer du haut. Et j'ai étudié donc, pendant ma thèse, et je trouve que c'est un exemple à la fois accompli et représentatif de la planification. C'est celui du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris. À savoir que dans les années, donc en 1965, ce schéma d'aménagement schéma directeur a été créé et il a dessiné vraiment la région Île-de-France que vous connaissez, c'est-à-dire les villes nouvelles, le RER, les autoroutes. Donc beaucoup de choses sont nées de ce document. Mais ce document, il est voilà, passionnant. Et il faut savoir qu'il a été en grande partie rédigé, en tout cas mis en place, par Paul Delouvrier, qui était le délégué général au district, ce qui signifie un peu un ministre aujourd'hui, avec le général de Gaulle. Et donc c'était vraiment une prise de décision, vraiment un partenariat c'était un peu les deux, plus une petite équipe d'experts urbanistes qui ont décidé de nombreuses choses. Je reviens après. Donc c'est un peu pour illustrer voilà, ces deux hommes qui avaient la main mise sur l'ensemble du territoire et qui, j'ai découvert, voilà, ils travaillaient beaucoup en huis clos. Il y avait 4 personnes. Ils ont par exemple rédigé ce document en une semaine à la campagne pour finaliser le document. Quelque chose quand même qui est impensable aujourd'hui, de se dire qu'on peut imaginer une région en ne concertant personne, c'est assez improbable. À savoir donc ils ont construit ces villes nouvelles. Au début il y en avait 8, aujourd'hui finalement on en est arrivé à 5. Donc elles ont plein d'avantages, hein. C'était aussi de désengorger Paris, d'éviter la concentration urbaine. Donc bon, après c'est pas le sujet, c'est un sujet sans fin entre ceux qui ont participé à la conception et qui trouvent que c'est bien, et ceux qui y vivent, qui trouvent parfois que c'est bien, et ceux qui y passent et qui ne comprennent pas ces aménagements de cette époque. En tous les cas, la planification, donc quand on voit ces villes-là, elles ont été décidées, on savait qu'on allait créer des villes nouvelles, mais on ne savait pas où. Et elles ont été décidées presque peut-être pas au hasard, mais de manière assez aléatoire. Voilà, par rapport au centre de Paris. Donc par rapport à tous ces éléments, la planification urbaine, on voit, ça correspond aussi aux années 70-2000, enfin aux années 70, correspondait à une période de pleine croissance, sans chômage, ou moins de chômage qu'aujourd'hui, et une société aussi de consommation. Et donc aujourd'hui, on est un peu face à une crise du productivisme, voilà, on sent qu'on est un peu à la fin d'un modèle, on en parle tous les jours. Les catastrophes naturelles, les réchauffements climatiques, l'abondance de ces initiatives citoyennes font qu'on comprend qu'on est arrivé à un moment donné à autre chose. Donc la fin d'un paradigme. Donc paradigme, je vais le définir parce que ce n'est pas forcément un terme comme ça évident. Un paradigme, c'est une méthode qui fait consensus, qui est partagée par tous et qui n'est pas remise en cause. Donc ça veut dire que c'est en analogie aux scientifiques, et c'est Thomas Kuhn, un scientifique, je vous invite à aller lire son ouvrage, mais qui a développé ce concept, enfin cette notion. Et donc je dis qu'on est à la fin d'un paradigme parce que la planification, si elle ne fait plus consensus, c'est qu'on est à la fin d'un modèle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a plein de choses, plein de tendances qui se dessinent, mais et donc c'est ce sur quoi on va venir avec l'idée, la notion de mutabilité urbaine. Après la fin d'un paradigme ou la remise en question de la planification et du modèle productiviste, on n'est pas les premiers à le mentionner. Déjà dans les années 60, il y avait de nombreux auteurs et chercheurs qui montraient que
les conséquences néfastes de la société industrielle. Donc il y avait, allez voir Lewis Mumford, Ivan Illich, Zygmunt Bauman, plus récemment, Alberto Magnaghi, enfin il y a plein d'auteurs, on n'est pas les premiers, ça date depuis 30 ans qu'on dit, mais là, on va droit au mur. Et donc, donc, suite à cette question de la planification, fin d'un modèle, et toutes ces choses qui peuvent exister ailleurs, parce que je pense que c'est important d'aller voir aussi à l'échelle de la planète ce qui se passe pour savoir comment on enrichit nos modes de faire. Eh bien, le constat, déjà, c'est de se dire que, déjà, on est dans un autre rapport au temps, et que, selon moi, je pense que le présent, c'est un temps très important, peut-être le plus important. En tous les cas, quand je vais vous expliquer après, mais je me suis appuyée sur 2 terrains de recherche, Nantes et Mexico. Et au Mexique, s'il y avait une échelle de valeur des différents temps, le temps présent serait le temps le plus important. Et je partage en partie ce point de vue, parce que c'est celui dans lequel on vit, c'est celui celui qu'on habite, et qui est important pour prendre racine, pour penser le futur. Donc c'est aussi envisager un autre rapport au futur, c'est-à-dire que contrairement à la planification, on pouvait se dire on part d'un point X, on arrive à un point Z et on sait où on va. Eh bien là, on sait tous que, c'est devenu, ça y est, ça rentre dans les mœurs, que le futur est devenu plutôt incertain et qu'il faut faire avec. Il y a un autre rapport à l'autre, c'est-à-dire que la décision qui vient du haut, quand on peut faire autrement et quand on peut se dire que les décisions sont négociables, surtout qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui participent à la fabrication des villes et qu'il faut à un moment donné tous se mettre d'accord pour faire projet, eh bien ça signifie peut-être plus de consensus ou en tout cas des décisions négociables. Donc ça, ce seraient les premiers éléments qui montrent que déjà on est passé à autre chose et qui sont des bases dans cette question de mutabilité urbaine. La mutabilité urbaine, du coup, comment je la définis ? Je la définis comme la capacité d'une ville à accueillir le changement, à favoriser les possibles. Alors, c'est une définition, je vois depuis quelques années, je ne la bouge pas, parce qu'en fait, elle se décline à la fois sur la question du temps, sur la question de l'espace, et sur la question des individus. C'est-à-dire que cette définition, vous pouvez la décliner sous plein de rapports. Et donc, mutabilité, je vais revenir un peu sur cette définition pour comprendre en quoi ça peut être, en quoi elle peut être englober beaucoup de choses. Je pourrais le dire à la fin, mais je peux le dire aussi en entrée. La mutabilité, quand on pense mutabilité, on pense un espace qui se transforme d'un usage en un autre. Et dans la manière dont je l'ai développée et je la conçois, c'est vraiment quelque chose au contraire qui est c'est un état d'esprit. C'est vraiment, ça dépasse le support spatial et c'est vraiment un état d'esprit. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit avoir un peu dans nos esprits pour justement faire autrement nos villes. Donc pourquoi je n'ai pas utilisé résilience, qui est un terme quand même très très fréquent aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé dans cette notion, c'est donc la résilience, c'est un terme qui vient de la résistance des matériaux, ensuite qui s'est développé avec Boris Cyrulnik au domaine psychologique, et qui ensuite est arrivé au niveau urbain, avec entre autres Buzz Holling, qui est un Canadien qui a développé l'écologie et la résilience dans les écosystèmes. Et donc dans la notion de résilience, en fait, il faut qu'il y ait une catastrophe ou un événement perturbateur, exogène, donc de l'extérieur, pour qu'ensuite on s'adapte. Que la ville, ou peu importe, ensuite il y ait de nouveaux éléments, merci, qui s'adaptent. Donc c'est une adaptation obligée à un contexte, une adaptation obligée. Or,
si on veut être actif dans la fabrication des villes et pas se dire il faut qu'il y ait quelque chose qui se transforme et après on réintervient pour refaire à l'identique, pour certains, la résilience, après une catastrophe, il faut revenir à un état identique. Eh bien, moi, je m'oppose un peu à ça en me disant, mais non, au contraire, il faut que le contexte soit dynamique, et il faut qu'on soit en capacité d'accueillir le changement, et le terme de mutabilité est plus adapté à celui-ci. Donc, si on revient d'ailleurs sur c'est des questions d'étymologique, mais c'est important aussi de se positionner par rapport au mot. Et donc la mutabilité, qui vient du latin mutabilitas, et la capacité à changer, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il comprend les deux notions, à la fois de motus, c'est-à-dire du processus, quelque chose qui est en mouvement, et mutatio, qui est à dire un changement instantané. Et alors c'est peut-être un peu abstrait pour vous, mais cette idée, c'est vraiment que ça entremêle deux types de changements. Un changement qui peut avoir lieu à l'instant T, mais en même temps qu'il soit intégré dans un cycle en mouvement. Et donc ça, par rapport à la ville, c'est selon moi, on ne peut plus adapter. C'est-à-dire que le contexte, il se construit, mais ce qu'il adviendra dedans, à l'intérieur, on ne sait pas, mais en tous les cas, on est capable de s'adapter au changement. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Dépasse le support spatial et une révolution de la pensée. Donc je me suis appuyée sur deux terrains de recherche, je vous disais, Nantes et Mexico. Ça n'a rien à voir, je sais, mais il y a plein de choses qui... Forcément, un concept, ça n'est pas comme ça et ça s'alimente de plein d'expériences ou de plein d'éléments pour le nourrir. Et donc Nantes, la dernière intervention au masterclass, il y avait le directeur de l'école du design, Florent Orsini, qui a beaucoup parlé de Nantes puisqu'il a son école à Nantes. C'est Urban Lab. Bon, pardon. En tous les cas, il a parlé beaucoup de Nantes. J'en parlerai pas de la même manière, et puis de toute façon, je vais aller assez rapidement. Mais puis vous n'étiez peut-être pas forcément là à la dernière conférence. Mais donc Nantes m'a intéressée. Alors, pour plein de raisons, mais la première raison, c'est qu'ils avaient élaboré un plan guide. Mais je reviens sur le début. Nantes a connu un traumatisme assez important dans sa ville en 1987, à la fermeture du chantier naval qui se situait sur l'île de Nantes, sur la partie ouest de l'île de Nantes. Donc, de nombreux emplois disparaissent, grand traumatisme. Qu'est-ce qu'on fait de ce bout d'île, enfin cette île, qui a un fort potentiel, puisque de grandes friches industrielles et qui vont se vider. Ça ne concerne pas tous les éléments. Hein. Ce dont je parle, c'est plutôt là pour l'instant. Le chantier naval se trouvait là-bas. Il y a eu de nombreux projets, des technopoles, des projets immobiliers, donc de 87 à 92, et puis personne n'est satisfait de ce qui se passe, et puis il y a plein d'appréhensions, de non-acceptation de projets. Et ça, c'est un début d'acceptation de quelque chose qui pourrait arriver. Donc, ces deux architectes urbanistes, Dominique Perrault et François Greter, qui se disent mais cette île, elle doit être plus reliée, elle doit être le cœur de l'agglomération, elle doit être reliée à la ville et donc être identifiée comme un territoire. Ça pourrait te sembler complètement basique quand on voit l'endroit où se trouve l'île par rapport à Nantes, mais c'était quelque chose, c'est comme c'était une île industrielle, elle était dans les esprits, elle était confortée à un endroit où on n'allait pas, mais qui était au centre, mais on n'arrivait pas à l'identifier comme quelque chose qui pouvait être relié à la ville. Et donc, ce qui nous intéresse là, c'est le fait que, donc en 1999, Jean-Marc Ayrault, maire de la ville, lance un marché de définition. Alors, pour vous expliquer, en gros, c'est un concours entre plusieurs équipes qui travaillent pendant un an sur un projet et celui qui aura le plus convaincu la maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'ouvrage, ça veut dire la ville ou la métropole, enfin l'ensemble des décisionnaires, et bien gagnera. Et donc là, c'est Alexandre Chemetov et Jean-Louis Berthommieux
qui remporte le concours. Alexandre Chemetov est un paysagiste à l'origine. Et ce concours, pourquoi il le gagne? C'est qu'ils se disent, eh bien, on va faire quelque chose de progressif. Ça, c'était en 1999. On va revenir sur ce qui se passe aujourd'hui, mais c'était nouveau. C'est-à-dire que se dire, on dessine un plan, mais on ne sait pas trop où on va, comparé à la planification où on décidait tout et on imposait. En tout cas, on était tranquille, on savait où on allait, on avait tout décidé. Là, eh bien, voilà, ça c'est au début du projet, donc des friches, vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est le bâti, et en marron, c'est ce qui est vide. Première chose qu'ils se disent, mais c'était aussi dans le cahier des charges, eh bien, il faut créer des espaces publics et tramer cet endroit qui n'a pas de rue, refaire des rues, faire des espaces publics structurants. Ils sont partis d'un relevé de l'existant de manière très précise. Ils ont vraiment relevé chaque bâtiment, presque chaque bordure de trottoir. Enfin, ils ont fait un travail très très fin pour se dire, bon ben voilà, on va structurer, on va définir, on va créer comme ça un réseau pour passer d'espaces publics. Mais à l'intérieur des îlots, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'il y aura, mais c'est pas grave, on va l'accepter au fur et à mesure en fonction de ce qui se passe. C'est une attitude, on va dire, incrémentale, c'est-à-dire d'y aller au fur et à mesure. Et donc ça, c'était le premier enjeu, c'était dessiner ces espaces publics. Et pareil, sur une île, enfin ça va ensemble, mais sur une île qui était vouée à de l'industrie, finalement, tout autour, les berges, elles ne sont pas du tout valorisées. Et donc, c'était retrouver un lien avec le fleuve. Donc, je vous montre ces images pour vous montrer comment, à la fois, ils ont pris en compte l'existant et en même temps, comment ils l'ont conservé pour en faire autre chose. Donc déjà, là, on pourrait parler de mutabilité du bâti, ça c'est sûr. C'est-à-dire que les hangars sont transformés en café-restaurant. Et pareil, et mutabilité de l'espace qui devient un espace public. Mais ce n'est pas forcément ça qui est le plus important, c'est de se dire, c'est quand même fou, c'est-à-dire que l'outil, ils l'ont pris, l'outil c'est l'outil classique, c'est celui de la ZAC. C'est un outil pour aménager les villes, c'est très fréquent. Mais en même temps, ils ne se sont pas du tout dit, on sait, enfin voilà, on a un outil, donc maintenant on va pouvoir dérouler avec l'aménageur, les promoteurs, etc. Non. C'était du foncier qui appartenait à plein de privés. Donc on ne peut pas leur imposer un projet, on ne peut pas leur imposer, si on décide de ne pas tout préempter, donc de tout acheter au privé, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire négocier en permanence avec les propriétaires. C'est-à-dire que ça c'est l'état avant, et ensuite ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc il y a eu un long travail. Donc ce projet, il a mis 10 ans à se dérouler, ce plan guide. Mais donc l'atelier l'île de Nantes, donc ceux qui ont remporté le concours, à chaque fois qu'il y avait une parcelle de libre, ils allaient voir le promoteur et ils avaient un jeu de négociation. Donc c'est de l'argent, c'est du temps, parce que c'est un travail d'étude de faisabilité sur chaque parcelle. Mais en tous les cas, ils ont réussi. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez déjà bien la différence avec ce qui est donc planification dont je vous ai parlé au début. Et donc ça m'a beaucoup aidé pour, dans ce concept de mutabilité, de définir des conditions. En fait, j'ai défini 3 conditions sur lesquelles que je vais développer au fur et à mesure. Mais la première, c'est donc d'accueillir le changement, et c'est celle qui correspond à la définition. Et on voit bien, donc là, à travers leur manière de faire, qu'ils avaient dessiné le plus important, les espaces où les gens se rencontrent, les espaces où qu'on traverse, mais après qu'à l'intérieur, c'était pas, on y allait au fur et à mesure. Dans cette question d'accueillir le changement, c'est des images peut-être que vous connaissez bien, mais c'est celle de... Maintenant, on en entend beaucoup parler. Chaque fois que je vais à une conférence, finalement, j'entends cette idée de se raconter une histoire commune, se raconter un récit. J'ai l'impression que ça devient récurrent, et tant mieux. Bon, c'est vrai que quand j'ai fait ma thèse, c'était quand
c'était il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Enfin, on n'en entendait pas autant parler qu'aujourd'hui, selon moi. Et dans l'idée de s'inventer une histoire commune. Donc là, je vous montre des choses qui sont pourtant événementielles, hein. C'est la Compagnie Royale de Luxe, qui est une compagnie de théâtre des arts de la rue, qui était à l'origine à Aix-en-Provence, à Toulouse. Et puis le maire de Nantes a dit « Je souhaiterais que vous veniez vous installer chez nous pour créer de l'événement, pour créer de la vie ». Et donc ils se sont installés sur l'île de Nantes. Et donc là, moi j'étais là à ce moment-là, quand j'ai fait ces photos, et voir ces personnages traverser la ville et de ne pas savoir où on allait et être au hasard des rencontres, parce que leur principe, c'est perturber le regard, d'une certaine manière, et ne jamais savoir ce qui va se passer sur la suite. C'est-à-dire que cette géante, on l'accompagne, et ensuite, on ne sait pas où elle va, il y a 2 heures de blanc, et puis après, on doit la retrouver ailleurs. Et donc, ça crée complètement une nouvelle perception de la ville. Quand on a vu cette géante qui fait 4 étages d'immeuble, eh bien après, on n'a plus la même vision de cet immeuble et de cet espace. Elle est un peu ancrée. Donc ça, c'est une manière de se raconter une histoire. Et d'ailleurs, c'est vraiment leur maître mot à cette compagnie. Mais je pense que par rapport à la question de construire un territoire ou refabriquer, enfin, c'est très important d'avoir quelque chose en commun à partager. Dans cette question de mutabilité urbaine et d'accueillir le changement, il y a aussi, voilà, je pense que c'est peut-être la première chose qui vient d'ailleurs dans vos esprits quand on parle de mutabilité, mais c'est d'avoir des espaces qui peuvent accueillir un usage, mais aussi un autre. C'est-à-dire qu'on parle de polyusage quand il y a un usage l'un après l'autre. Et donc, ça, c'est des projets qui engagent ce type d'utilisation. Mais on n'est pas obligé d'être à Nantes pour voir ça. Et puis, vous pouvez constater des espaces qui pourraient accueillir des usages différents de plein de manières. Et moi, je trouve que finalement, on change d'état d'esprit et de manière d'être quand finalement on voit que n'importe qui peut s'approprier l'espace comme il le souhaite. Mais aujourd'hui, on est régi par un nombre de règles infernales qui fait qu'on a une amende si on dépasse si on place la chaise d'1 mètre. Et c'est des choses comme ça, moi, insupportables, qui m'ont conduit à toute cette réflexion, à se dire, mais stop, enfin, les règles, parfois, elles sont simplement, elles dépassent, elles nous figent et c'est que des interdits. Donc on est évidemment, je pense, très heureux quand on voit plein d'initiatives prises malheureusement souvent par les villes, parce qu'ils ne peuvent pas se mettre d'amende. Mais voilà, moi quand je vois ça un dimanche, la Nationale 7, enfin aujourd'hui, non pas Nationale 7, 305, bon, c'est en plein Vitry, qui se transforme en lieu de marathon un dimanche, et bien je trouve que c'est aussi ça. La ville, enfin, c'est de se dire, mais on peut l'utiliser, on peut utiliser les espaces et que c'est possible. Donc ça, vous avez reconnu New York. Pourquoi non, pardon. Ça, c'est... Et en fait, cette idée aussi de tout ce projet est né aussi avec, je vous disais, avec mes voyages à l'étranger, mais quand je vois à Bangkok, ça c'est à midi, à 14h, ils replient tout, et à 18h, ils remettent, ça veut dire que l'espace vit plein de vie et que c'est confortable, enfin c'est pas confortable, mais on vit la ville et chacun s'approprie les territoires. Là, c'est un cas un peu extrême, toujours à Bangkok, c'est le train passe, on remet les légumes d'un côté et quand il s'en va, enfin l'inverse. Quand le train passe, on le met de côté et quand il s'en va, on le remet au centre. Donc voilà, ça c'est une première partie mais après ça va aller un peu plus vite, sur l'idée que déjà d'accueillir le changement et que tout le monde l'accepte et que ce soit inscrit, donc on n'invente pas des outils qui interdisent tout, mais au contraire que tout soit possible, c'est déjà une avancée à mon avis dans l'histoire. François Choët, philosophe, disait que la rigidité fabrique l'anachronisme.
moi je rajouterais que la rigidité fabrique l'absence de vie. C'est-à-dire qu'elle part du principe que voilà, si on est trop rigide, finalement on devient obsolète très vite. Mais c'est plus que ça. Dans les conditions, dans les 3 conditions, donc il y a 2 conditions 2, ce que je vous disais, faire face à un futur incertain, c'est facile à dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, si le futur est incertain, il faut accepter l'incertitude, de fait. Et donc avant, l'incertitude, c'était toujours c'était quand même un frein. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas sûr. Bon, on attend le projet, on va arrêter le projet, puis quand on sera sûr, on continuera. Aujourd'hui, c'est se dire, eh bien, faisons avec l'incertitude et que ce soit un élément structurant dans le projet. Donc toujours Nantes, ça a été les premiers, parce que c'est pour ça que je les montre, mais après je vous en montrerai d'autres. Mais en 2003, je crois que c'est le karting, c'est un espace non utilisé. Ils se disent, on va l'utiliser de manière temporaire et on va mettre des bureaux, et puis quand il n'y aura plus besoin de bureaux, on verra ce qui se passera. Mais donc c'est se dire qu'on est dans un mouvement permanent. Mais surtout, le premier projet, j'aurais pu vous montrer en zoom, en aérien, mais c'est la halle Alstom. Pareil, dans ce projet de l'île de Nantes, il y avait plein de bâtis industriels. Cette halle était vouée à être démolie. Puis Alexandre Chemetov, il va dire, bon, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle est intéressante à garder. Ok, gardons-la. Donc ils la gardent, et à partir de ce moment-là, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, bon, on ne sait pas ce qu'on va y faire, mais on va faire un appel à projet, ou plutôt un appel à... Est-ce qu'il y a des gens intéressés? Est-ce qu'il y a des gens... Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'associations qui avaient besoin de bureaux, des petites entreprises, et eux-mêmes, la société d'économie mixte, donc qui a participé, qui a fait tout cet aménagement, est allée s'installer là. Et ensuite, ça a donné lieu au quartier de la création, qui est aujourd'hui le cœur de l'île de Nantes, et qui est un peu le lieu emblématique et la force, un peu le fer de lance de la ville. Et donc pour dire que c'est aussi un état d'esprit, parce que accueillir des entreprises, des sociétés dans un lieu qui n'est pas tellement, pas aux normes, et accepter qu'elles soient aux normes minimales pour ne pas avoir de risques, eh bien ça veut dire travailler avec les bons pompiers, ça veut dire qu'il y a une politique qui accepte. Et tout ça, eh bien, c'est un défi, mais c'est un défi de tous les jours, et tous ceux qui participent à fabriquer la ville, c'est-à-dire une force de conviction permanente pour que ces choses-là soient possibles. Et ça me fait rebondir sur... Donc ça, c'était nouveau, et c'était très... Tout le monde allait à Nantes pour voir ce projet, celle de la halle Alstom. Aujourd'hui, tant mieux. Tant mieux, d'une certaine manière. Il y a plein de projets qui se développent de cette manière et qu'on mentionne sous sous la notion d'urbanisme transitoire. Et donc moi je dis que c'est une forme de mutabilité, parce que déjà parce que justement c'est répondre de manière... c'est souvent des activités culturelles, vous allez voir, je vais vous montrer quelques projets, mais souvent c'est lié à des événements culturels ou artistiques, et que c'est sur un temps, c'est sur une parcelle. Donc d'ailleurs, quand je me dis que c'est urbaniste, c'est pas vrai, c'est pas de l'urbanisme, parce que ça parle que d'un projet assez circonscrit dans un quartier. Donc ça peut ensuite fédérer plein de choses, mais en tous les cas, pour moi, c'est une forme qui répond à cette question de mutabilité urbaine, mais qui est quand même très ponctuelle. Donc voilà, peut-être que vous les avez visités, vous les utilisez peut-être régulièrement. C'est des lieux donc ça proche de Paris et qui fonctionnent bien. Après, plein de questions qui se posent, c'est-à-dire est-ce que c'est pas lié qu'à une seul type de population? Est-ce que ça crée vraiment un changement dans la ville? Est-ce que ça crée une inclusion sociale? Moi, j'ai connu plein de gens qui travaillaient dans ces lieux-là. Ils donnent 2 ans de leur vie à fond pour rénover les locaux, pour qu'on accepte qu'ils soient là plutôt que de payer le gardiennage. C'est le fameux slogan aujourd'hui. Mais au final, ils n'ont pas le temps de faire leurs activités, et après on leur demande de partir au bout de 2 ans. Donc il y a eu beaucoup de projets de ce type-là. Aujourd'hui, peut-être que ça évolue. Mais en tous les cas, je pense que ce n'est pas une forme pérenne. Enfin, il y a en tout cas quelque chose. Et puis, je n'ai pas mis les photos des grands voisins, mais c'est celui que vous connaissez certainement. Et enfin, la troisième condition,
pour que justement qu'il y ait négociation, pour qu'il y ait partage de ces histoires, qu'il y ait possibilité d'accueillir, etc. L'idée, c'est que la ville repose aussi sur nous, sur nos initiatives, sur ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de la vivre. Et donc il y a plein de choses qui se font, mais parfois toutes les initiatives sont isolées. Et donc dans ce concept, l'idée, je pensais que c'était quand même intéressant de mettre en réseau les expériences afin qu'elles ne restent pas isolées et pour se donner plus de force et pour partager les expériences. Et voilà, il y a 3 mois, c'est une manière de faire, mais en tout cas, il y a quelques mois, voilà, le ministre décide de créer un fonds de dotation pour donner de l'argent aux tiers-lieux qu'ils ont répertoriés. C'est le commissaire général à l'égalité des territoires qui a fait ce travail. Et donc, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce rapport, qui va donc aider les tiers-lieux à vivre, à fonctionner, et peut-être qu'ils vont avoir une plateforme pour partager leurs expériences, etc. Alors, c'est marrant, ça correspond finalement à ce que je me disais qu'il pouvait être bien. Maintenant, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ? Est-ce qu'on risque une standardisation de ces lieux ? Est-ce que les initiatives locales, et je veux bien en parler avec vous parce que pour l'instant, je suis dubitative. Enfin, je trouve ça à la fois super et à voir comment ça... Enfin, s'il y a une charte à tenir, des contraintes à... Donc, en tous les cas, c'est une manière de mettre en réseau des initiatives. Et enfin, je termine sur le Mexique. Donc, je vous disais que pour moi, c'était un pays qui était vraiment une source d'inspiration. En même temps, le Mexico. Alors, j'ai étudié en fait un projet à Mexico qui m'a aussi, comme Nantes, aidé à nourrir ce concept de mutabilité. Donc Mexico s'est développé à une allure folle, s'est multiplié par, je ne sais plus, 3, la population par 50. Donc on est parti de ce paysage marécageux avant que Cortés vienne conquérir le pays. Donc on était dans une petite île avec Moctezuma, le chef des Aztèques qui vivait au centre, et donc 3-4 ponts. Aujourd'hui, Mexico, c'est une coulée urbaine dans un paysage magnifique de volcans, mais on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Pas beaucoup, mais un chercheur la mentionne comme la monstruopole. Donc c'est un peu le contre-exemple de la ville durable ou peut-être même d'une ville où on a envie de vivre, peut-être pour certains. Tout ça pose quand même la question des échelles des villes. En sachant que donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que 40% de la ville s'est construite avec des quartiers informels et l'autoconstruction. C'est-à-dire comme là-bas, la planification, ça n'existe simplement pas, c'est pas du tout dans leur manière de faire, et que l'État donc est absent, eh bien les habitants doivent se débrouiller et donc ça crée aussi un peuple très inventif. Et c'est ça qui m'a intéressée, et de voir ce qu'on pouvait y prendre. Donc dans ces quartiers informels, quand on les regarde de près, eh bien c'est pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité, ou c'est des branchements un peu à la sauvage, et des commerces qui s'installent en fonction des demandes, des attentes. En même temps, on a au sud de Mexico le plus grand lotissement irrégulier d'Amérique latine. C'est-à-dire que tout ça, tout s'est fait au fur et à mesure, en 30 ans. Et là, il y a 1 million d'habitants. Et tout est hyper régulier. Toutes les rues, là, c'est un tracé orthogonal, comme leur a appris Cortés, parce que c'est aussi une économie du terrain. C'est-à-dire faire des routes orthogonales, eh bien, ça permet d'économiser de la surface du foncier. Et donc, j'ai découvert, en fait, en allant plusieurs fois à Mexico, parce que j'ai fait une mission sur 1 an, après j'y suis retournée plusieurs fois, et j'ai découvert donc un dispositif qui est un partenariat entre habitants et municipalités.
Donc ça, encore une fois, c'était en... Je m'en mêle dans les dates, mais c'était en 2011, il me semble. Et qu'est-ce que c'était ce dispositif? Donc dans ces quartiers informels où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il y a eu des luttes depuis 1970, des luttes, ça s'appelle des mouvements populaires, mouvements urbains populaires, et qui revendiquaient le droit à la ville. Donc vous avez sûrement entendu parler, Lefebvre et tant d'autres, du droit à la ville, se dire on a tous le droit aux mêmes accès aux services et aux mêmes services dans la ville. Et donc, après 30 ans de lutte, ils ont réussi, la municipalité et les assemblées habitants et les universitaires, à trouver une manière de faire ensemble. Et donc ça, c'est important quand on a, pour améliorer leur quartier. Et donc, le principe, c'est chaque année, il y a un appel à projet dans une gazette, dans la gazette de la commune de Mexico, quand même assez important. Et ils disent, voilà, donnez votre projet d'ici 3 mois, formez une assemblée de voisins et proposez votre projet, et puis on vous donnera de l'argent. Et donc là, c'est très rapide, mais les Mexicains, comme beaucoup de peuples en Amérique latine, comme ils n'ont pas de planification et qu'ils doivent décider beaucoup de choses d'eux-mêmes, eh bien, ils ont toujours des projets dans leur tiroir. Donc 3 mois, ce n'est pas un problème pour eux de sortir un projet en 3 mois. Et donc ensuite, il y a des comités, il y a tout type de comités techniques, de supervision, etc., qui regardent si le projet est intéressant, si c'est vraiment un projet de quartier. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnent un premier chèque à l'assemblée de voisins en disant allez-y, on vous donne une formation de comptable et allez-y, on vous donne l'argent et vous allez suivre l'entreprise. Donc il y a un appel d'offres pour les entreprises, 3 entreprises comme ici. Et ils font l'analyse des offres, ils prennent la meilleure et puis ils y vont et ils construisent des projets dans lesquels du coup les habitants sont investis. C'est pas eux qui font forcément, mais ils sont investis parce que c'est eux qui doivent le porter, c'est eux qui doivent. Ils ont 1 an pour finir le projet. Et donc ça, c'est à Miravalles, c'est à 1 heure du centre, parce que c'est très grand, mais c'est à la limite périphérique de Mexico. Et donc là, on voit, c'est une colline, c'est la dernière de Mexico. Et ils ont gagné. En fait, eux, c'est assez exceptionnel, parce qu'ils ont gagné plein de projets. Ça a tellement bien marché. C'est un quartier marginal avec plein de problèmes. Et le fait de créer un espace culturel, des espaces de jardin, une cantine. Enfin, ils ont du coup gagné des projets comme ça sur 7 ans. Ils ont fait plein de projets. Eh bien, ça a permis, ce que j'écris, de créer une fierté de vivre ici et de plus fuir ce quartier et d'avoir des participants, des habitants qui sont plus consommateurs, mais plutôt actifs dans leur ville. Alors moi, en interrogeant les habitants et en allant les voir, j'ai dit, mais en fait, comment vous faites? Il ne faut pas travailler pour pouvoir avoir ce dispositif et faire ce type de... Parce que je vois bien ici, c'est super compliqué, on voit que c'est toujours les mêmes qui s'investissent, etc. Eh bien, eux, je pense que c'est un peu dans leur ADN, c'est-à-dire que le soir, où ils se relaient avec leurs femmes, etc. Mais en tous les cas, ils travaillent, ils ont même 3 emplois ils ont 3 emplois et en plus de ça, ils participent activement à leur... Donc c'est une culture, à leur quartier. C'est une culture, mais j'ai trouvé ça, c'est magique et incroyable de voir que la vie que ça a provoqué dans ces quartiers. Déjà, elle existait. Bon, il y a plein de problèmes de tout ce qu'on imagine, de drogue, de corruption, etc. Mais bizarrement, ce dispositif, il n'est pas du tout détourné. C'est-à-dire que les gens sont fiers de pouvoir gérer un budget et puis monter des opérations. Donc il y a aussi beaucoup d'opérations de rénovation de façade. C'est que quand ils font leur habitat autoconstruit, ils n'ont pas forcément l'argent pour faire un enduit et mettre de la couleur. Donc c'était assez fréquent. Et ça, c'est un autre projet à Tizapán, donc c'est plus au centre de Mexico. Et là, ils ont carrément construit un gymnase
Là, ça a duré 2 ans. Et ils étaient très suivis d'un architecte parce qu'il y a un partenariat, et ça c'est important aussi, un partenariat avec des universités où il y a des architectes qui s'investissent, qui sont payés par le gouvernement pour ce type de projet. Mal payés, mais en tous les cas, ils sont là. Et pour presque finir, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est quand même au Mexique, mais c'est quand ils planifient. Quand ils planifient, voilà ce que ça peut donner. Donc c'est une catastrophe, mais c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que c'est un président en 2000 qui a dit bon, la crise du logement, il n'y en aura plus, l'autoconstruction c'est passé, on va y aller, on va prendre 1% comme notre pourcent patronal et on va prendre de l'argent chez tous les employés, on va construire. Et ils ont construit, l'objectif c'était de construire, en tout cas ils ont construit 2,5 millions de maisons, c'est-à-dire à peu près 2500 maisons par jour pendant 6 ans. Et des maisons qui faisaient 3 mètres par 12, quelque chose comme ça. Donc très profonde, très étroite. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe environnementale parce qu'on est loin des centres-villes. On a des maisons qui sont toutes pareilles. Donc on est loin du centre-ville, sans accès évidemment, sans transport. Et donc les gens, au fur et à mesure, partent. Et donc ça devient des villes fantômes. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce type de projet, en fait, les gens s'endettent parce comme ils ont été employés, ils ont donné de l'argent, ils sont presque obligés d'habiter là parce que ça fait partie de leur salaire, enfin, ils ont donné de l'argent de leur salaire. Et de l'autre côté, quand ils autoconstruisent, on a constaté qu'ils étaient dans une trajectoire ascendante parce qu'ils partent d'un principe qui sont... Enfin, ils partent pas du principe, ils doivent se débrouiller et puis finalement, ils créent du commerce et puis c'est l'informel qui fait que ça se développe et qu'ils réussissent. Et enfin voilà, ça c'était pour finir, une petite pas anecdote, mais pour dire c'est pas forcément qu'au Mexique qu'on sait faire autrement et avec les habitants. Enfin, il y a plein d'opérations, ça c'est des opérations que j'ai réalisées, mais il y a plein d'opérations d'habitat participatif qui existent. C'est des tout petites échelles, mais ça pourrait être presque à plus grandes échelles. Et voilà, ça c'est pour un peu vous résumer cette notion encore une fois, le concept de mutabilité urbaine qui est encore une fois un état d'esprit. Voilà, je peux vous le lire, c'est à la fois fabriquer un imaginaire commun, donc cette histoire commune, mais partagée, avoir des outils, et ça ne s'oppose pas encore une fois à la planification, mais c'est se dire comment on peut planifier, mais en étant souple et pas créer que de l'interdit et des choses qui soient rigides. Donc permettre aux décisions d'être réversibles. L'utilisation temporaire, je pense qu'elle est importante quand on a des espaces vacants et qui peuvent répondre à des demandes et des besoins des usagers aux alentours. Et encourager la mixité des usages, le bonheur du spontané. J'aimerais bien que c'est vrai que ce soit plus fréquent, plus courant en Occident, parce que c'est, je pense, quelque chose qui nous marque tous quand on part en voyage. On voit l'intensité de la vie dans la rue et qui est parfois compliqué à revivre ici. Voilà, le sujet de la mutabilité montre la capacité d'une ville à fabriquer son territoire au fur et à mesure avec la participation active des citoyens. Mieux vivre ensemble, bon, c'est entre guillemets, parce que cette question de vivre ensemble, elle est discutable. C'est encore un autre sujet. Mais voilà, j'ai terminé. Donc l'habitabilité urbaine n'est pas un modèle, mais vraiment un processus pour faire autrement. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et je suis à vos questions.